Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler des néoconservateurs, qui sont ni néo ni conservateurs, mais qui sont la faction impérialiste des États-Unis. Les néoconservateurs considèrent que les États-Unis sont une nation exceptionnelle, que le système politique représentatif qu'eux appellent démocratie libérale est le meilleur au monde, et que ce système doit s'imposer à l'ensemble des pays de la planète. Les néoconservateurs croient qu'une démocratie libérale, de par sa nature, est automatiquement pro-américaine, du fait de l'exceptionnalisme américain. Par conséquent, les États-Unis doivent mener une politique qui vise à imposer une démocratie libérale à l'ensemble des pays du monde, par tous les moyens nécessaires, y compris militaires. Le but étant que l'hégémonie américaine soit totale sur la planète. Économiquement, les néoconservateurs sont bien évidemment libéraux. Et avec l'avènement du néolibéralisme, durant les années Reagan, ils sont devenus assez naturellement néolibéraux. Même si à l'origine, ceux-ci étaient plutôt sociolibéraux ou sociodémocrates. Les néoconservateurs trouvent leur origine dans le Parti démocrate. Alors le Parti démocrate, c'est le parti fondé par Andrew Jackson, qui à l'origine était un parti populiste et expansionniste. Mais durant la première moitié du XXe siècle, il n'y a pratiquement aucune différence entre les partis démocrates et républicains. Si ce n'est que les démocrates ont conservé des tendances interventionnistes, alors que les républicains ont plutôt tendance à être isolationnistes. Ceux qui seront connus plus tard sous le nom de néoconservateurs sont des démocrates du Nord-Est, principalement de New York. C'est des gens que la politique de Woodrow Wilson a beaucoup plu. Wilson était originaire du New Jersey par ailleurs. Suite à la Grande Dépression, des mouvements socialistes et communistes pro-soviétiques vont gagner en popularité. Pour les néoconservateurs, qui sont des partisans de la démocratie libérale, la montée de ces forces antidémocratiques sont inacceptables. Elles veulent que l'Amérique les réprime à l'intérieur comme à l'extérieur, ce qui veut dire combattre l'Union soviétique. Globalement, ces gens seront satisfaits du Parti démocrate jusque dans les années 1960. Donc jusqu'au moment où les États-Unis connaissent des changements politiques importants. D'une part, il y a l'avènement de la nouvelle gauche, The New Left, mouvement hippie, pacifiste, plutôt socialiste. Le président Lyndon Johnson met en place des programmes sociaux comme Medicare, Medicaid, qui ne sont pas du tout du goût des néoconservateurs. Les démocrates vont également apporter leur soutien au mouvement des droits civiques, causant la sécession avec les démocrates du Sud, avec à leur tête le gouverneur de l'Alabama, George Wallace, qui se présentera à l'élection présidentielle de 1968 comme candidat dissident. Ces éléments vont faire que la New Left va s'intégrer dans le Parti démocrate et sensiblement gauchiser le parti. En 1972, c'est George McGovern, candidat anti-guerre et anti-intervention, qui sera nommé comme candidat démocrate pour les élections présidentielles, alors que les néoconservateurs soutenaient Henry Jackson, candidat anti-soviétique et interventionniste. Dans ses soutiens, on retrouve notamment Paul Wolfowitz, qui servira dans les cabinets de Reagan, Bush père et Bush fils. La grande migration des néoconservateurs du Parti démocrate vers le Parti républicain va surtout se faire sous Ronald Reagan. Ronald Reagan, apôtre de l'exceptionnalisme américain, fervemment anticommuniste et partisan d'une politique étrangère agressive. C'est là que les néoconservateurs vont prendre le nom de néoconservateurs, par différenciation avec les conservateurs traditionnels, qui vont prendre le nom de paléoconservateurs. Pas tous les néoconservateurs vont partir chez les républicains. Joe Biden, qui n'a jamais connu d'intervention militaire qui lui déplaisait, est resté chez les démocrates. De manière générale, les néoconservateurs changent facilement de parti en fonction des administrations. Victoria Nuland, l'actuelle sous-secrétaire d'État, était membre du cabinet de Dick Cheney sous George Bush. La chute de l'Union soviétique est en même temps une victoire et un revers pour les néoconservateurs. C'est une victoire idéologique, mais une défaite politique. Sans la menace soviétique, inévitablement ceux-ci devaient voir leur influence érodée, et l'Amérique retrouver ses réflexes isolationnistes. Durant ces années, ils vont se concentrer sur la promotion de la démocratie libérale et du néolibéralisme. Comme ils sont entièrement favorables à l'emploi de la force militaire, ils sont des alliés naturels du complexe militaro-industriel. Je crois que presque tous leurs think tanks sont financés par Lockheed Martin, Boeing et Raytheon. Maintenant, je vais faire une petite parenthèse sur la guerre du Golfe. La guerre du Golfe, c'est la première intervention militaire américaine majeure depuis la guerre du Vietnam. Pour paraphraser un colonel américain, Douglas MacGregor, on était dirigé par d'anciens officiers traumatisés par la guerre du Vietnam. On nous présentait Saddam Hussein comme Staline et l'armée irakienne comme la Waffen-SS.
Tout ça, c'était n'importe quoi. Donc il faut comprendre qu'à ce moment-là, les États-Unis ne sont pas convaincus du bien fondé des interventions à l'étranger et de leur capacité à mener des campagnes militaires. Et ceci explique pourquoi ils ont laissé Saddam Hussein au pouvoir. Ils n'avaient pas du tout envie d'occuper le territoire et n'avaient aucune idée par qui le remplacer. Les néoconservateurs vont très mal vivre cette décision, eux qui voulaient faire de l'Irak une démocratie libérale. Et comme vous pouvez vous en douter, ce n'est pas sans raison que les USA reviendront dans 10 ans plus tard finir le travail sous Bush fils. Les années de la présidence Clinton ne vont pas être les meilleures années pour les néocons. Ceux-ci vont se réunir et fonder un think tank sous le nom de Project for a New American Century. Et c'est de ce think tank que vont naître les doctrines politiques des néocons post-soviétiques. Le maintien des États-Unis comme première grande puissance incontestée, l'hégémonie américaine sur le monde, les changements de régime par tous les moyens nécessaires, et dans la moindre mesure la promotion de politique et économique néolibérale. Initialement, George Bush était un président isolationniste. Il avait mené sa campagne sur ce thème-là. I'm not so sure the role of the United States is to go around the world and say this is the way it's got to be. Because I am worried about overcommitting our military around the world. I want to be judicious in its use. I just don't think it's the role of the United States to walk into a country and say, we do it this way, so should you. If we're an arrogant nation, they'll resent us. If we're a humble nation but strong, they'll welcome us. And our nation stands alone right now in the world in terms of power. And that's why we've got to be humble. If we're an arrogant nation, they'll view us that way. But if we're a humble nation, they'll respect us. And so I don't think our troops ought to be used for what's called nation building. I think what we need to do is convince people who live in the lands they live in to build the nations. Maybe I'm missing something here. I mean, we're going to have kind of a nation-building corps. I'm concerned that we're over-deployed around the world. I don't want to be the world's policeman. And the exit strategy needs to be well-defined. Le truc, c'est que son cabinet était rempli de néoconservateurs, et que peu de temps après, il y a eu les attentats du 11 septembre. Ces attentats ont bien évidemment servi à justifier une politique étrangère interventionniste et agressive. Je ne vais pas vous faire le détail de toutes les interventions américaines et toutes les tentatives de changement de régime ratées ou réussies ces 20 dernières années. Il y a une littérature assez conséquente sur le sujet, moi je me concentre plus sur les raisons idéologiques, mais vous pouvez regarder les vidéos de Trouble Fait, pour en apprendre plus sur les manigances des néocons en Ukraine, ou celle en anglais de New Atlas sur l'ingérence américaine dans les élections thaïlandaises. Les États-Unis d'Amérique ont été fondés par des fondamentalistes protestants, les puritains. Ces puritains ont toujours aimé se comparer aux Juifs de l'Exode. Les Juifs se libèrent de l'oppression monarchiste des pharaons pour la terre promise par Dieu. Les Américains se libèrent de l'oppression monarchiste des rois européens pour la terre promise américaine par Dieu. À qui Dieu donne la terre promise? Au peuple choisi par Dieu. Les Américains se voient comme le peuple élu du Nouveau Testament, et les Juifs comme le peuple élu de l'Ancien. God owns country. C'est une phrase qu'on peut entendre parfois de la part des politiciens américains. Un peuple qui se voit volontiers comme le peuple élu par Dieu, avec une culture teintée de messianisme, ça favorise l'émergence d'une faction politique qui pense que le modèle politique américain doit s'imposer au monde entier. Comme je l'ai dit, les néoconservateurs pensent qu'un système représentatif est viable en toutes circonstances, peu importe l'histoire ou la culture du pays. Et que naturellement, les élections vont amener des partis politiques plus ou moins pro-américains. D'ailleurs, quand les néoconservateurs avaient poussé pour la tenue d'élections dans les territoires palestiniens, les néocons avaient été extrêmement surpris que le Hamas remporte les élections. Pourquoi les néoconservateurs ont une vision politique aussi naïve? Alors ça vient de la chute de l'Union soviétique, quand tous les pays européens du bloc soviétique sont devenus capitalistes avec un système représentatif, avec des gouvernements relativement pro-américains. Donc les néocons ont pensé que ça, c'était une règle naturelle qui s'appliquait partout sur la planète, en tout temps et en toutes circonstances. Ils auraient dû regarder plus attentivement les pays d'Asie centrale, car ce n'est pas des démocraties libérales qui en sont sortis. Les néocons ne comprennent pas que les pays d'Europe de l'Est, c'était des pays qui ont connu une industrialisation, avec l'émergence d'une classe bourgeoise et libérale avant la Seconde Guerre mondiale, et qui ont été capitalistes, et qui ont connu un système représentatif avant la guerre, et qui avaient une bonne opinion des USA, puisque les USA étaient l'ennemi de l'oppresseur soviétique.
Ce n'est évidemment pas le cas des pays du Moyen-Orient et d'Asie centrale, qui ont des économies et des cultures très différentes. Le soutien au printemps arabe a été la dernière grande tentative des néoconservateurs d'organiser des changements de régime au Moyen-Orient. Le fameux Grand Moyen-Orient démocratique mentionné par George Bush. Avec le retrait de l'Irak, de l'Afghanistan et la victoire d'Assad en Syrie et l'alignement de l'Arabie Saoudite sur les BRICS, le projet Grand Moyen-Orient démocratique est pour le moins fortement compromis. Le dernier grand projet des néoconservateurs est d'achever les changements de régime dans les pays de l'ex-Union soviétique, notamment la Biélorussie et la Russie. Pour faciliter un changement de régime, les néoconservateurs ont installé leurs ONG dans un pays cible. Ici, vous pouvez voir la présidente de USAID se féliciter de la création de médias indépendants, autrement dit financés par ces ONG, soutenir la carrière d'agents d'influence dans l'appareil d'État. Ces ONG fournissent toutes sortes de matériel de propagande. Ici, on a des images de manifestations pro-occidentales en Moldavie et en Géorgie, où est-ce que ces manifestants se sont procurés ces drapeaux européens flambant neufs. Évidemment, ils ont soutenu les manifestations de 2020 contre Loukachenko en Biélorussie, que la Russie a aidé à réprimer, ce qui met fin à l'espoir d'une révolution colorée dans ce pays. Une autre méthode pour achever un changement de régime, autre que l'intervention militaire, c'est les sanctions économiques. L'idée des sanctions contre la Russie, par exemple, était que celle-ci allait causer une crise économique majeure qui forcerait Vladimir Poutine à quitter le pouvoir et essayer de faire en sorte que personne proche des intérêts américains la remplace. Les sanctions économiques n'ont jamais causé de changement de régime. Ça n'a jamais fonctionné, ça n'a pas fonctionné sur Cuba, ça n'a pas fonctionné sur l'Irak, ça n'a pas fonctionné sur la Corée du Nord, et ça n'a pas fonctionné sur l'Iran. Du fait de leur influence au sein de l'appareil d'État américain et des ressources financières à leur disposition, les néoconservateurs ont un pouvoir de nuisance particulièrement élevé. Mais leur taux de succès est assez faible en réalité. Et cela s'explique par le fait que, malgré leur statut social et leur éducation, ce sont des gens avec une vision du monde profondément naïve et dont l'idéologie est assez simpliste en réalité. Leur zénith a été la séquence des années 2000-2010 et depuis, on a vu leur influence diminuer, d'autant plus que les paléoconservateurs et leur agenda isolationniste reprennent le dessus au sein du Parti républicain. En plus, avec toute une rhétorique nationaliste et populiste, opposée au libre-échange et au néolibéralisme. Ce qui fait que les néoconservateurs sont repoussés vers le Parti démocrate, qui est le parti qui les a vus naître. Les néoconservateurs continueront d'exister comme faction pour les décennies à venir, car les États-Unis, malgré leur déclin, vont rester une grande puissance, mais plus jamais ils auront le pouvoir et l'influence qu'ils ont eu.